Quels sont les meilleurs fonds négociés en bourse? Voilà la question qui va être l'objet de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, c'est une question que je me pose depuis plusieurs mois et qui a orienté ma recherche dans l'exploration du domaine extrêmement vaste des fonds négociés en bourse parce qu'il y en a une très grande quantité. Donc, c'est incroyable la quantité qu'il y en a. Et aussi toute l'information qu'on peut retrouver là, sur le web là, par rapport à ces fonds-là. C'est très facile d'être submergé là, par toute cette information-là, d'où la pertinence d'être capable de mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, l'enregistrement est un peu... En fait, c'est le résultat de la synthèse de mes recherches à l'égard des fonds négociés en bourse, qui dure depuis plusieurs mois, que j'ai l'intention de vous partager dans le cadre de cet enregistrement en relation avec des fonds négociés en bourse que je trouve intéressants. Naturellement, s'il y a des fonds négociés en bourse que je n'aborde pas aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo et que vous trouvez intéressants, vous pouvez me partager leurs coordonnées en bas de l'enregistrement présent. En fait, par rapport aux fonds négociés en bourse, habituellement, pour chacun d'entre eux, dans l'optique des retracer facilement sur le web et d'avoir entre autres accès à leurs fiches techniques. Et les fonds négociés en bourse se rapportent à un code qui est composé de lettres. Je vais vous en donner un exemple, comme par exemple, par rapport à un fonds négocié en bourse qui se rapporte à l'Inde, il y en a un, c'est INDA. Donc, puis vous écrivez ETF à côté, parce qu'en anglais, fonds négociés en bourse, ça veut dire ETF. Et là, vous allez retrouver la fiche technique. Donc, c'est ça. L'enregistrement aujourd'hui, c'est dans un esprit de partage pour vous présenter des informations que je trouve intéressantes. Et puis, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que, en fait, les fonds que j'ai identifiés, c'est dans une optique d'investissement à long terme. Donc, c'est des fonds qui peuvent, dans certains cas, si je pense entre autres au TQQQ, 3 fois la lettre Q après la lettre T, peuvent être extrêmement volatiles. Donc, en fait, lui, c'est un fonds à effet de levier. En fait, donc, c'est sûr que quand quelqu'un fait un investissement, ben, il y a des moments que ça peut, par rapport à l'indice boursier, si c'est par exemple un fonds qui reproduit un indice boursier, à un moment donné, ça peut monter, ça peut baisser. Mais l'optique dans laquelle je vous parle, c'est dans une perspective d'un horizon d'investissement, je vous dirais, de 10 ans et plus, là. Donc, c'est le contexte. Parce qu'il peut y avoir de la volatilité. En fait, ce que je veux mentionner, sinon, ben, c'est sûr que par rapport à la vidéo présente, elle n'est pas un conseil d'investissement. Donc, je ne vous dis pas quoi faire en termes d'investissement, parce que la seule personne qui peut le faire, qui est autorisée par les autorités compétentes ici au Canada où je me trouve, c'est les gens qui ont une autorisation des marchés financiers de l'AMF qui permet de faire ça. Donc, c'est juste dans l'optique de décrire des fonds négociés en bourse. Et naturellement, je vous invite à vérifier par vous-même toutes les informations présentées sur les fonds négociés en bourse dans le cadre de cette vidéo avec multiples sources. Et moi, je vous dis, c'est ce que je fais quand, dans le fond, j'écoute des vidéos où on me présente des fonds négociés en bourse. J'essaie de vérifier l'information à plusieurs endroits différents, pour avoir plusieurs perspectives par rapport aux fonds, puis être capable de comprendre à la fois leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, moi, c'est sûr que la personne qui vous parle, je suis quelqu'un qui vit au Québec, donc dans le pays du Canada. Donc, ce qui m'intéresse, c'est des placements, entre autres, en dollars canadiens à la base, parce que la monnaie que j'ai en étant canadien, c'est le dollar canadien. Par contre, mon étude des fonds négociés en bourse qui dure depuis déjà plusieurs mois m'en venait à la conclusion que c'est mieux d'investir en dollars américains et de convertir l'argent canadien en dollars américains pour les Canadiens qui m'écoutent par rapport au fait que
il y a beaucoup de fonds négociés en bourse américains qui vont présenter des frais de gestion qui vont être moindres, étant donné qu'ils ont un plus grand actif à gérer. Donc, on parle d'un actif net plus élevé pour plusieurs fonds, ce qui fait qu'ils font des économies d'échelle en chargeant aux gens des frais de gestion moins élevés, entre autres. Puis en même temps, ben, s'il y a des actifs nets élevés, ben, ça veut dire que puis les titres sont connus, ben, c'est plus facile au niveau en termes de transactions, dans le sens qu'il y a plus de chances d'avoir des achats puis des ventes par rapport à des titres qui ont un plus haut volume sur la bourse que si le titre est plutôt marginal ou méconnu. Il y a une logique aussi derrière ça. Donc, pour les gens qui m'écoutent en Europe, ce que je peux leur dire d'entrée de jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, que je vais aborder aujourd'hui qui sont en relation avec mon étude là, de la vidéo qui s'intitule Top 15 ETF pour surperformer le marché, qui est présent, là, si vous regardez à l'écran, là, sur le site de l'investissement en bourse pour tous. Très intéressante vidéo. D'ailleurs, il y a beaucoup de fonds négociés en bourse que j'ai identifiés aujourd'hui qui sont en relation avec l'écoute de cette vidéo. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de surperformer le marché. Donc, on a des indices. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo précédemment où j'abordais en détail l'indice américain du SP500 qui se rapporte aux 500 plus grandes entreprises américaines et également une vidéo qui avait trait au Nasdaq 100 qui se rapporte aux 100 plus grandes entreprises américaines, mais cette fois-ci dans le secteur de la technologie. Donc, pour dépasser ces exercices-là qui sont quand même performants, ben, il y a cette vidéo qui propose, entre autres, des fonds négociés en bourse de type sectoriel, donc des fonds négociés en bourse aussi avec le facteur momentum à effet de levier, donc différentes choses. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent présentement en Europe, ben, je vous suggère fortement d'écouter cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. En fait, moi, j'ai fait le travail de moine très minutieux d'essayer d'identifier par rapport à des fonds négociés en bourse, soit canadiens ou américains, les mêmes types de fonds en bourse européens qui sont abordés dans la vidéo, parce que les codes dans la vidéo, c'est par rapport à des fonds européens. Et comme là, je ne transige pas en euros, ben là, je ne pouvais pas m'acheter ces fonds-là. Donc, j'ai essayé de trouver au fil des semaines les fonds qui s'en rapprochent le plus de ceux qui sont abordés là, dans cette vidéo. Donc, ceci dit, je vais commencer à proprement parler. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de la conversion de l'argent canadien en argent américain, dans l'optique de ne pas avoir à payer de frais de conversion par rapport à une plateforme de courtage en ligne, eh bien, vous pouvez utiliser la Numbered Gambit. Donc, vous allez avoir le lien web. En fait, toutes les vidéos qui vont être mention dans le cadre de l'enregistrement présent, vous allez avoir un lien web là, en bas de cette capsule où ce que vous allez pouvoir cliquer. Là. Donc, vous allez avoir toutes les coordonnées là, des contenus auxquels je fais référence. Donc, la Numbered Gambit, je l'avais abordé dans une vidéo précédente. Je ne l'aborderai pas en détail, mais vous avez ici une capsule vidéo qui dure 15 minutes 44 secondes qui l'aborde en long en large. Là, comment utiliser ce stratagème pour éviter de payer des frais auprès d'une institution financière de conversion. Donc, tout ceci étant dit, je continue. Pour vous donner un exemple de ce que je dis, pourquoi que, dans le fond, je veux concentrer, en fait, dans mon cas, mes énergies pour investir en dollars américains plutôt que canadiens, c'est les conclusions que j'en viens après l'étude de nombreux titres fonds négociés en bourse avec les équivalents en dollars canadiens et américains. On peut constater dans certains cas des différences quand même assez importantes. Prenons par exemple par rapport au fonds de iShares MSCI India ETF INDA-U. Bon, par rapport à ce fonds négocié en bourse, si la personne le prend en dollars américains, c'est 0,65% de frais de gestion. Alors que si, toujours dans la même gamme de produits, là, on parle d'un iShares, l'iShares India Index ETF
XID en dollars canadiens, d'où le fait que c'est marqué "C" alors que l'autre c'est "U" pour américain. Bon, ben 1,03% de frais de gestion. Donc, on voit que c'est quasiment c'est presque le double de l'autre, là, en dollars américains. Donc, c'est sûr que plus que la personne paie de frais de gestion par rapport à un fonds négocié en bourse, et moins il va lui rester par la suite dans ses poches de profit. Donc, ça, c'est un élément à prendre en considération. C'est sûr que si on regarde aussi comme autre critère le fonds en dollars américains d'INDA-U, bon, ben, en termes d'actifs nets, il y a 11 413 223 457 $ au moment où j'ai étudié le fonds puis j'ai pris ça en note, tandis que l'autre, c'est 140 683 437 $ d'actifs nets. Fait qu'on s'entend qu'il y en a un qui joue dans les milliards puis l'autre est dans les millions, ce qui n'est pas pareil. Donc, c'est sûr que là, il y en a un qui a nettement plus de volume. Donc, c'est sûr que quand que je parle quand que j'utilise les codes de lettres qui se rapportent à un fonds négocié en bourse, ce qui est intéressant, parce que je vais en faire allusion plusieurs dans le cadre de la vidéo présente, c'est que vous pouvez consulter les fiches. Vous tapez sur un moteur de recherche, prenons par exemple Google, vous entrez les lettres INDA, puis vous pouvez marquer à côté ETF, et vous allez aboutir sur une fiche descriptive comme celle-ci que vous voyez à l'écran. Donc, les informations techniques sont là. Vous avez, dans le fond, le montant auquel se transige le fonds négocié en bourse pour acheter une part. Vous avez aussi le rendement, donc sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc là, on peut voir que depuis sa création, il a fait ce fonds 7,93% de rendement. Donc, puis on a l'année aussi, naturellement, d'origine du fonds. Ici, l'année de création, c'est en anglais, on parle de Fund Inception. Donc ici, 2 février. En fait, c'est l'année 2012. Ensuite, on a différentes informations par rapport aux fonds. Des fois, c'est intéressant de regarder la croissance hypothétique de 10 000 $. On peut la regarder depuis le début de la création du fonds, mais aussi depuis 10 ans. Donc là, on voit ici qu'il y a 10 ans, le 10 000 $ vaut à peu près aujourd'hui 22 000 $. Donc, en fait, ça a monté plus que ça ici. Donc, on peut voir que... OK. Donc, on peut voir qu'il a monté à peu près à... Ouais, l'indice, il est à 25 000 ici, mais il y a comme 22 000. Il y a comme un écart aussi qu'il peut y avoir entre l'indice puis le fonds, qu'est-ce qu'il reproduit. Donc, des fois, il y a l'écart qui est là. On voit que la courbe de l'indice en bleu est plus élevée que ce que reproduit le fonds. C'est sûr que ce qui entre dans l'équation, entre autres, c'est les frais de gestion. Mais bref, on peut dire que en à peu près 10 ans, la valeur du capital qui aurait été investi, dans l'occurrence 10 000 $, a presque, dans le fond, plus que doublé, là. On peut constater ça ici là, quand on regarde ça. On peut faire l'étude, entre autres, il y a plusieurs critères, naturellement, là, à prendre en considération. Donc, le frais de gestion, là, on l'a ici, là. Et on peut le comparer en dollars canadiens. Puis les Canadiens qui m'écoutent, vous pouvez regarder le rendement annuel, même chose. Donc, je vais poursuivre. Donc, moi, ce que j'ai fait, puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un document. Ça peut être sur Word, ça peut être sur Excel, faire un petit fichier, puis écrire les informations liées à la fiche technique. Vous pouvez comparer les rendements de différents fonds aussi. Donc, c'est ça. Ensuite, là, je vais commencer vraiment, là, après cette petite mise en contexte, à aborder avec vous mes fonds négociés en bourse préférés, les raisons, entre autres, qui m'ont amené à les identifier. Tout d'abord, par pays, naturellement, c'est des fonds négociés en bourse associés aux États-Unis. Pourquoi? Ben, les États-Unis, au fil du temps, ont démontré au cours des dernières décennies une croissance économique constante. Le rendement du SP500 sur 50 ans était environ de 10%. Donc, selon un article que j'ai lu là, sur... c'est lucbrelally.com, là. Mais il y a d'autres références aussi qui en viennent au même constat, je vous dirais.
Par rapport au SP500, le fonds que je préfère, c'est le fonds de type effet levier XPXL-U. C'est sûr que c'est plus volatile, mais je trouve quand même les rendements intéressants. Vous pouvez, en fait, par rapport à SP500, là, je vous dirais qu'il y a vraiment une très, très grande quantité de fonds négociés en bourse. On pourrait faire un article caricatural qu'on pourrait appeler 50 nuances. Pas de gris, pas de gray, mais de SP500, dans le sens qu'il y a plein de fonds négociés en bourse qui reprennent cet indice-là. Je pourrais en parler pendant plusieurs heures, mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y en a un qui existe à effet de levier que je trouve intéressant. Il y a la version SP500 de type Momentum. Le Momentum, c'est un facteur, en fait, qui est en lien. J'avais lu un article sur le web qui expliquait, d'ailleurs, je vais vous lire un extrait par rapport à ça qui va vous le résumer, là. C'est que le facteur Momentum est une stratégie d'investissement quantitative qui consiste à acheter des actions qui ont bien performé dans un passé récent et à vendre des actions qui ont mal performé. Le facteur Momentum repose sur l'idée selon laquelle les actions qui ont gagné en valeur au cours des 6 à 12 derniers mois sont plus susceptibles de continuer à progresser que les actions qui ont perdu de la valeur au cours de la même période. Donc ici, j'arrête de lire l'extrait d'article. En d'autres termes, là, c'est l'effet psychologique de meute, de la masse. Donc, s'il y a une action qui est populaire, puis elle commence à lever, il y a un effet d'entraînement psychologique associé à un biais qui fait en sorte que s'il y en a un qui commence à lever, puis là, ça se parle dans les médias, puis il y a plein de monde qui vont acheter ça. Et l'effet momentum vise à tirer profit de cet effet-là. Par contre, je ne sais pas si dans 50 ans ou dans 100 ans, à mesure qu'il va y avoir des transactions qui vont se faire de plus en plus de manière automatisée, puis ayant recours entre autres à l'intelligence artificielle, si cette notion-là va être encore pertinente. Mais tant qu'il y a des êtres humains qui achètent des fonds négociés en bourse par eux-mêmes, c'est un facteur à prendre en considération, à mon avis. Ensuite, donc, par rapport au facteur momentum, c'est le SPMO- dans le fond, en fait, si vous cherchez la fiche, faites SPMO, pas -U, là, c'est pour dire que c'est en devise américaine, là, mais SPMO, puis vous marquez à côté ETF de l'avoir l'information. Il y a aussi des fonds négociés en bourse par rapport aux entreprises américaines de type value, qui veut dire valeur en français, comme le VTV. En fait, les fonds négociés en bourse avec le facteur value peut être intéressant à prendre en considération dans l'optique de faire des placements avec des entreprises avec fiabilité. Donc, c'est des fonds négociés en bourse qui vont sélectionner des entreprises qui ont une situation financière solide avec des bénéfices stables et une bonne historique. Tandis que le SP500, si on prend vraiment un fonds négocié en bourse qui reproduit les 500 plus grandes entreprises américaines, bon, il y a des entreprises très bien établies dans le lot, mais il y en a qui peuvent être mal gérées, ou qui ont des problèmes financiers ou d'endettement, ou peu importe. Tandis que là, ce que ça fait, c'est que parmi les différentes entreprises, ça va sélectionner les entreprises qui, dans le fond, ont une valeur qui est bonne, une valeur intrinsèque qui est bonne. Donc, c'est cette optique-là. Puis, des fonds de type valeur, vous en avez là, par rapport à différents secteurs, différentes activités. Vous en avez naturellement là, par rapport au secteur américain, comme le VTV auquel je fais allusion. En continuité par rapport au secteur américain, dans le fond, il y a naturellement par rapport à l'indice boursier du Nasdaq 100 que je trouve intéressant. Et dans le fond, entre autres, le fonds TQQQ. Donc, le TQQQ, qui est un fonds à effet de levier, c'est-à-dire qu'il va amplifier les mouvements. La raison pourquoi je le trouve très intéressant, c'est que depuis sa création, donc en 2010, ici on a l'année de la création, il a fait une moyenne de 42,60%.
d'augmentation de valeur. Ce qui veut dire que si quelqu'un aurait pris 100 000 $ en 2010 et qu'aujourd'hui, au moment où il fait cette capsule vidéo lors de l'année 2024, vendrait le fonds, bon, ben le fonds qui valait 100 000 $ vaudrait 142 600 $. Donc, les gens vont dire, hein, une croissance de 42,60 %, ça se peut pas, c'est impossible, il doit y avoir une arnaque, quelque chose qui cloche. Ben, écoutez, moi-même, j'étais très sceptique, j'en ai parlé à des gens de mon environnement par rapport aux chiffres parce que je trouvais ça comme trop beau pour être vrai. Surtout sur du long terme. Bon, si c'est une petite entreprise, on va parler par exemple d'un penny stock qui prend de la valeur, qui double, qui triple, etc. Puis bon, c'est comme un peu un feu de paille, ça veut dire quelques mois, une année. Mais là, ici, on parle de quelque chose, bon, on est en 2024, ça date de 2010, donc ça fait 14 ans, là. C'est une croissance constante sur 14 ans de 42,60 %. T'sais, on ne peut pas nécessairement dire que c'est une entreprise qui a eu un coup de chance ou qui a frappé un coup de circuit. Mais en tout cas, sur du long terme, parce que en fait, ça c'est un fonds de levier. Normalement, les fonds de levier, dans leur fonction, c'est plus pour quelqu'un qui va faire par exemple du swing trading, c'est-à-dire qu'il va garder une action, le conserver pendant quelques jours, ensuite la revendre pour tirer par exemple profit d'une baisse boursière par rapport au marché ou au contraire un marché à la hausse. Mais là, ce que je vois, c'est une longue période de temps selon les chiffres. Croyez-moi pas, faites vos vérifications. Lui, il donne quand même un rendement assez intéressant. Puis vous avez les informations, puis vous voyez l'amplification que fait le TQQ de la courbe là, du Nasdaq. Le Nasdaq, il est reproduit par, naturellement, là, de nombreux fonds négociés en bourse, dont le QQQ, que je trouve également intéressant, sauf que le QQQ n'aura pas des oscillations et aussi des rendements aussi élevés que le TQQ qui va tout amplifier ça. Donc, je poursuis. Par rapport au Nasdaq 100 qui se rapporte à des entreprises technologiques. Donc, par rapport au pays, l'un des volets de mon étude des fonds négociés en bourse se rapportait aux différents pays dans le monde. J'en ai passé plusieurs pays dans le monde et naturellement, si j'ai un pays en lequel investir, c'est les États-Unis en priorité. Ensuite, ça va être l'Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que la population de l'Inde est appelée au fil des ans à devenir plus grande que celle de la Chine. Et aussi, ces gens-là, plus qu'ils sont nombreux, plus qu'ils consomment. Donc, ça risque d'amener une croissance économique plus grande. Et aussi, dans le fond, il y a beaucoup de gens en âge de travailler en Inde, à différence d'une économie comme, par exemple, prenons par exemple celle du Japon avec une population vieillissante. Bon, à ce moment-là, c'est sûr que s'il y a plus de gens qui travaillent, c'est plus propice à une croissance économique. C'est sûr que peut-être mon raisonnement sera plus valide dans 20 ans ou dans 30 ans, là, lorsqu'il y aura davantage de robots et d'automatisation sur le marché du travail, avec des robots comme Optimus là, développés là, par Elon Musk, où ce que le robot va être de plus en plus en grande quantité à bon marché. Mais pour ce qui est de l'instant, ou en tout cas des prochaines années, ce que je vois s'incline d'un certain potentiel économique. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé extrêmement intéressante la vidéo qui s'intitule « On construit un portefeuille performant d'ETF en 9 étapes ». Que vous pouvez retrouver ici, qui est faite encore une fois par l'excellente chaîne de l'investissement en bourse pour tous, que j'apprécie beaucoup. C'est l'une de mes chaînes préférées pour la rigueur de son présentateur, d'aborder vraiment des informations avec précision, etc. Et j'ai fait une capture d'écran naturellement de son vidéo où il était question que selon le FMI, la croissance de l'Inde a dépassé celle de la Chine en 2022 et devrait se répéter en 2023-2024. Et là, si on compare les courbes de croissance par rapport à la croissance mondiale, la croissance de la Chine et également de l'Inde, ce qu'on peut voir, c'est que la croissance de l'Inde ici est à 6,8 %,
alors que pour la Chine, 4,5, puis du monde, 3,1. Donc la croissance, selon cette information, est vraiment par rapport à la Chine. Et c'est ce qui m'a amené, entre autres, à m'intéresser au fonds négocié en bourse là, par rapport à la Chine. Pas la Chine, pardon, l'Inde. Désolé, je vais aller trop vite. Des fois, je déforme l'information. Donc, par rapport à l'Inde, je les ai abordés tantôt. En fait, il y a le INDA que je trouve intéressant en dollars américains. Ensuite, c'est sûr que quand je fais des investissements en bourse, j'essaie de regarder les choses avec un recul critique et de garder une distance par rapport à le pays dans lequel je me trouve. Dans le sens que c'est pas parce que je suis Canadien qu'il faut que naturellement j'investisse dans le Canada. Pourquoi? Ben, parce que dans le fond, le Canada, vous avez un article ici. En fait, c'est pas un article, c'est une vidéo qui s'intitule « Mais que s'est-il passé avec le Canada? » Ben, il est question de tous les problèmes qu'on vit présentement là, en lien avec le Canada. Et selon cette vidéo, malheureusement, la situation au Canada se dégrade là, depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Donc, il est question, si je lis un peu la description en bas de l'article, que le Canada, autrefois perçu comme un modèle de stabilité économique, connaît un déclin inquiétant depuis une dizaine d'années. Malgré ses vastes ressources naturelles et son secteur financier robuste, le pays fait face à une baisse de productivité, une inflation croissante et un endettement public alarmant. Les politiques du premier ministre Justin Trudeau, combinées à des crises successives, chute des prix du pétrole, pandémie, ont fragilisé l'économie. Le pays doit également relever des défis majeurs comme le vieillissement de la population et l'impact du changement climatique. Avec une croissance en berne et des relations internationales tendues, le Canada cherche des solutions pour retrouver sa prospérité d'antan, mais les perspectives restent incertaines. En fait, dans la vidéo, ce que ça dit, grosso modo, de ce que j'en ai compris, c'est que ça va mal au Canada, puis ça ira pas bien avant longtemps. Donc, la perspective d'une croissance économique importante au Canada, comme celle que connaissent les Américains ou l'Inde, j'ai des sérieux doutes. Fait que c'est sûr que, dans le fond, il faut être capable de regarder les choses froidement par rapport à l'investissement. Pour ce qui est de la France, ça ne m'intéresse pas nécessairement d'investir en France. Pour les gens qui m'écoutent en Europe, j'ai été voir le iShares MSCI France ETF, donc qui est par rapport à les grandes et moyennes capitalisations d'entreprises en France. Puis, on peut regarder le rendement. Bon, c'est pas négatif, là. On voit que depuis la création, c'est 6,86. Sauf que si on le compare avec les États-Unis, si on regarde le iShares Core S&P Total US Stock Market, donc tout le marché américain, ce qu'on peut voir, ben, c'est 10,05 depuis la création, puis en 10 ans, c'est 12,81 de rendement, puis en France, c'est 7,04 de rendement. On peut voir que, objectivement parlant, c'est plate pour les gens qui m'écoutent dans la francophonie, là, mais selon les chiffres que j'ai à l'écran, le rendement là, se trouve malheureusement pas en France. Et la France, en fait, a un scénario pareil, en fait, similaire que le Canada. Nous autres, on a Justin Trudeau. Et vous autres, vous avez Emmanuel Macron qui endette massivement le pays. Donc, la France est endettée au-dessus de 1000 milliards et c'est la même chose pour le Canada. Depuis 2015, l'endettement se fait ici et on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, ce n'est même pas prévu par le gouvernement de régler les problèmes de déficit, là. Ça, c'est sans compter les problèmes d'endettement. Donc, vous voyez, là, on s'en va vers un gouffre au Canada. Et c'est la raison pour laquelle je me tourne plus vers les États-Unis et l'Inde. Dans un autre ordre d'idée très différent, je me suis intéressé à des fonds négociés en bourse par rapport à l'or, notamment par rapport au UGL en dollars américains, qui est un fonds négocié en bourse qui se rapporte à l'or en effet de levier, qui va amplifier la fluctuation de la valeur de l'or, ou dans le fond le IAUM, j'allais dire AUM, mais c'est IAUM qui s'appelle.
Donc, IUM, on va aller le voir. Il va être ici. Donc, IUM, iShares Gold Trust Micro. Bon, je me suis intéressé à l'or parce que l'or, de ce que j'ai vu, c'est quelque chose, à mon avis, qu'au fil des siècles, des époques, aura toujours une valeur intrinsèque importante. Tandis que pour ce qui est de la demande par rapport à certains métaux, ben, c'est sûr que ça peut fluctuer, entre autres, en fonction de certaines technologies, etc. Mais moi, j'ai l'impression que l'or, il y a un avenir certain par rapport à l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'or, si on regarde par rapport à l'indicateur, c'est un indicateur qui est différent du SP500, du Nasdaq. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, le SP500 soit à la hausse, puis l'or à la baisse et vice-versa. Donc les deux fonctionnent d'une manière indépendante, ce qui fait en sorte que, par exemple, quelqu'un peut avoir une fenêtre dans le fond, une fenêtre d'opportunité pour acheter l'SP500 parce que dans le fond, il est à la baisse, mais pendant ce temps-là, l'or est à la hausse, puis à un moment donné, il peut y avoir un revirement de situation. Puis quand le marché est haut pour le SP500, ben ça se peut qu'il soit bas pour l'or, puis là, c'est l'occasion d'acheter de l'or. Donc, il y a ça qui peut être intéressant à prendre en considération, ou le Nifty 50 qui se rapporte aux 50 plus grandes entreprises indiennes, qui va varier d'une manière différente que d'autres indicateurs qui sont liés aux États-Unis, comme le SP500 ou le Nasdaq. Ça se peut qu'à un moment donné, le Nifty 50 est à la hausse, alors que le Nasdaq ou le SP500 vont être à la baisse. Donc, ça peut être intéressant aussi dans l'optique d'optimiser les moments d'achat par rapport à des fonds négociés en bourse, là, entre autres. Là, Et des fois aussi, ce que vous pouvez faire, c'est une analyse comparative par rapport à des fonds négociés en bourse que j'ai fait, entre autres, par rapport au fonds ProShares Ultra Gold, donc UGL. Donc, c'est le fonds auquel je faisais allusion il y a quelques instants. En fait, son objectif, c'est de correspondre à 2 fois la performance journalière du Bloomberg Gold Sub-Index. Donc, c'est un index Bloomberg. En fait, ce que je regardais sur le site de courtage en ligne canadien, québécois, Disnat, c'est que l'action, dans le fond, pas l'action, le fonds négocié en bourse la valeur d'une part était à 44 $, puis est passé à 95 $ en 10 ans. Donc, si je fais 95 divisé par 44, ça veut dire qu'il a pris 2,16 fois de la valeur par rapport au UGL. Puis là, je le compare avec l'autre. L'autre, il était à 24, puis il est monté à 49 en 10 ans. Donc, 49 divisé par 24, ça veut dire qu'il a pris 2,04 fois de la valeur. Donc, avec un recul sur une période de temps significative, dans ce cas-ci 10 ans, on peut voir que le UGL a augmenté de 2,16 fois de la valeur, tandis que l'autre, c'est 2,4. Certains vont dire, ben là, c'est un petit détail entre les deux. La réponse, c'est oui. Par contre, les petits détails ont un impact exponentiel s'ils ne sont pas pris en considération. En fait, qu'ils soient pris ou pas en considération, ils ont un impact exponentiel sur une perspective d'investissement à long terme. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui fait un investissement pour 3 mois, peut-être la personne va me trouver très pointilleuse. Par contre, si c'est dans une optique d'un investissement sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même 30 ans, mais là, les petits détails ont de l'impact parce qu'ils sont augmentés grandement au fil des années. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ensuite, dans un autre ordre différent d'idée, donc quelqu'un qui n'investit pas en argent canadien dans le fond, qui veut pas investir en argent, qui veut pas investir dans le Canada ni dans les États-Unis, trouver quelque chose d'indépendant. Il y a le iShares Core MSCI EAFE ETF. Donc, c'est une exposition à un large inventaire d'entreprises en Europe, en Asie, en Australie, Extrême-Orient, sauf le Canada et les États-Unis. En fait,
par rapport à ce fonds-là, la pertinence, c'est que si les États-Unis vont mal, si le Canada va mal, parce que le Canada, c'est par rapport à l'indice qui se rapporte au Canada, c'est le TSX, tandis que les États-Unis, il y a le Nasdaq, il y a le Dow Jones, puis il y a le SP500. Donc, si tout ça est à terre, puis la personne a besoin de décaisser un fonds qui a une valeur qui est moins affectée que ceux-là, bien à ce moment-là, ça se peut que le IEFA peut, dans une certaine mesure, représenter une porte de sortie. Donc, ça peut être une stratégie. Fait que c'est sûr que tout dépendant comment que la perspective que la personne veut investir. Naturellement, si la personne a pour objectif d'acheter des fonds négociés en bourse lorsqu'ils sont bas, puis des ventes quand ils sont élevés, et de le faire d'une manière stratégique par rapport à différents fonds qui corrèlent en fonction de différents indicateurs. C'est sûr que le IEFA peut être intéressant dans l'optique que si, par exemple, on a une année comme, par exemple, l'année 2022, où le rendement par rapport au SP500 était négatif, bon, ben c'est sûr que si le fonds négocié en bourse fait un rendement de moins 15 ou moins 22%, alors que vous avez un autre fonds comme le IEFA qui est moins affecté, bien qu'il peut être affecté à la baisse, parce que dans le fond, les entreprises aux États-Unis ont un impact au niveau international, puis il y a beaucoup d'éléments qui sont interreliés entre eux. Mais si quelqu'un veut quelque chose qui est détaché des États-Unis, ben c'est sûr qu'il peut, dans le fond, investir sur l'or, qui a une certaine distance par rapport à un indicateur comme le SP500 ou le Nasdaq, ou par rapport à d'autres pays, ben, comme mentionné, le IEFA. Donc, qui peut être utilisé dans cette optique-là. Le fonds que j'ai identifié ici a 0,7% de frais de gestion. Puis, ça se rapporte vraiment à une très grande quantité d'entreprises. C'est sûr que c'est un fonds que les rendements sont moins élevés, naturellement, que les fonds là, associés que j'ai vus au Nasdaq ou SP500. Là, on parle ici d'un rendement de 6,90 depuis sa création en 2012. Par contre, c'est sûr, dans une optique de prendre d'autres choses que des fonds américains, ça peut être intéressant. Sinon, dans un autre ordre d'idée très différent, il y a le fonds négocié en bourse COPX qui se rapporte au cuivre. Donc, j'ai écouté une vidéo que m'a partagé l'un de mes contacts sur Facebook que j'ai trouvé intéressant. Donc, la vidéo, en fait, s'intitule « Oubliez l'or, voilà pourquoi le cuivre va exploser à la hausse ». Donc, c'est une vidéo que j'ai trouvé ça très intéressant, qu'on m'a partagé. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine d'étudier la possibilité que le cuivre ait une perspective de croissance d'avenir sur les prochaines années. En fait, le cuivre sert à l'électrification, à la transition numérique, construction, transport. Donc, c'est sûr que là, il y a une production en constante augmentation qui peine à soutenir la demande, les mines de cuivre. Donc, en fait, le cuivre sert à faire, entre autres, des fils électriques. Donc, le cuivre, moi, j'évalue que ça a une certaine perspective d'avenir, ce qui fait que j'ai investi dedans. C'est sûr que quand on m'en avait parlé à la base, je regardais ça, puis j'avais, comment dire, je n'étais pas intéressé. Je dis, ah non, les autos électriques, ça ne m'intéresse pas nécessairement avec... non. Mais je suis obligé d'admettre que à court ou moyen terme, c'est ça. C'est sûr qu'il faut faire attention, les gens qui m'écoutent, si vous avez une conscience visionnaire à du long terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la technologie comme abordé avec Nikola Tesla, c'est-à-dire de la technologie sans fil. On est à l'époque présente où on est capable de transmettre des informations sans fil. Donc, avec, entre autres, l'Internet sans fil. On a les cellulaires qui transmettent à d'autres utilisateurs des signaux sans fil. Alors, pourquoi pas transmettre de l'énergie sans fil? Mais non! Il faut passer par une technologie de la transition avec un paquet de fibres qui permet de contrôler la population mondiale en surveillant leur consommation, entre autres, d'électricité avec l'auto électrique. Donc, et
c'est sûr que la technologie liée à l'électrification, ça demande du cuivre pour faire les fils. Donc, logiquement, les besoins de cuivre vont augmenter. Parce qu'on n'a pas assez de conscience visionnaire pour passer à un autre niveau. Dans le sens de l'énergie qui est transmise sans fil, ça existe depuis longue date. Prenons par exemple le soleil qui va transmettre les photons qu'il va émettre et que, entre autres, les plantes vont s'en nourrir en faisant la photosynthèse. Donc, c'est la transmission que fait le soleil d'énergie sans fil. On va avoir naturellement, par rapport à des capteurs, par rapport à l'énergie solaire qui commence à se développer à l'époque présente. Mais l'énergie sans fil, là, avec des fils de cuivre, on n'est pas... La façon que je vois ça, c'est pas nécessairement demain la veille. Il faut passer par l'énergie de transition. Et pour les gens qui ont une conscience très visionnaire, tournée vers l'avenir, ben, il faut être capable de regarder plus à court terme, c'est quoi la tendance, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Moi, dans le fond, j'aurais tendance à vouloir passer directement à une technologie sans fil pour se déplacer plutôt que passer par les autos électriques qui nous gardent sous l'emprise de compteurs qui servent à calculer notre consommation d'électricité à domicile et ainsi de suite, puis qui nous gardent dans un système de contrôle, de surveillance. Mais non, il faut passer par là et je suis obligé d'accepter ce qu'on peut... Il y a un adage qui dit qu'il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. Bon, ben, à ce moment-là, oui, ça me semble être une perspective d'investissement pertinente, le cuivre, dans cette optique de développement-là. Donc, j'ai investi dans le cuivre, mais malgré que ça ne me plaisait pas nécessairement là, a priori, mais j'ai l'impression que tout est orienté vers ça. Comme au Québec, à partir de 2035, en théorie, les autos neuves qui vont être vendues, ça va tout être à l'électricité. Puis on cherche à nous orienter, puis en disant que c'est la solution à tous les problèmes environnementaux. Bien naturellement, je ne crois pas que c'est la solution aux problèmes environnementaux, et je suis d'avis qu'une technologie sans fil serait plus pertinente. Mais bon, c'est ainsi, je vais continuer. Fait que par rapport à ça, il y a un fonds négocié en bourse par rapport au cuivre. Vous pouvez écouter naturellement la vidéo auquel je fais allusion qui aborde la perspective par rapport au cuivre qui semble être prometteuse pour les prochaines années. Ensuite, dans un autre ordre d'idée, il y a les semi-conducteurs par rapport auxquels il existe des fonds négociés en bourse avec le SOXX-U. Donc, par rapport à ça, naturellement, aux semi-conducteurs, vous avez la fiche technique que vous pouvez aller voir là, sur Internet. Donc, c'est sûr que je trouve que les semi-conducteurs, ça m'apparaît comme étant une technologie pertinente. Donc, par rapport aux semi-conducteurs, c'est en lien avec les puces. D'ailleurs, de plus en plus, il y a la construction de robots, d'appareils avec des puces informatiques, là, pas juste des ordinateurs. Il y en a aussi dans les automobiles avec des composantes électroniques. Donc, à mon avis, ça a une perspective d'avenir. Vous pouvez lire cet article qui aborde tout ça. Donc, moi, j'ai investi là-dedans. Ça, c'est mon choix personnel. Entre autres, en lien avec le développement de l'intelligence artificielle, bon, ben, ça prend des semi-conducteurs. Il y a plein d'éléments intéressants en lien avec ça. Ensuite, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup au domaine sectoriel de la technologie. Il y a peut-être des gens qui vont m'écouter puis ils vont peut-être vouloir reprocher à la vidéo que je fais d'aborder en grande quantité là, les fonds négociés en bourse là, technologiques qui sont peut-être un peu surreprésentés dans mon propos. Mais bon, c'est des choses que je vois présentement qui se déroulent. Il y a la possibilité d'investir dans ce qu'on appelle la blockchain, BKCH. Donc ça, c'est un fonds que j'ai identifié là, à l'égard de la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création, sécurisée et distribuée. Elle est partagée par ses différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Donc la blockchain, dans le fond, sert entre autres en lien avec les crypto-monnaies. Pour que les crypto-monnaies existent, ça prend, dans le fond, de la blockchain. Et je vois une optique de croissance par rapport à la blockchain parce qu'au fil des ans, les crypto-monnaies, prenons par exemple le Bitcoin, gagne en popularité.
Donc, par rapport à... en fait, c'est sûr que des gens, puis le gars que je parlais tantôt, là, en fait, top 15 des ETF, il parle entre autres de possibilité d'investir dans la crypto-monnaie. Beaucoup de gens parlent de ça sur le web et entre autres d'investir dans le Bitcoin. Sauf que par rapport à ça, je me questionne sur la validité du Bitcoin à long terme et je vous explique pourquoi. C'est que par rapport au Bitcoin, eh bien, il y a une quantité limitée de Bitcoin qui peuvent être produits. Donc, il n'y en a pas un nombre infini. Parce que nous autres, avec nos argents d'État-nation, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis, on roule sur l'endettement, puis on peut créer une quantité incroyable d'argent au fil du temps. Il n'y a pas de limite. On dirait que c'est un trou sans fin, là. On le voit que les États-Unis qui sont massivement endettés, si vous regardez un graphique avec la dette américaine, elle augmente de plus en plus. Mais c'est ça, il y a toujours de l'argent qui est émis. C'est comme infini. Dans ce Bitcoin, c'est une monnaie finie. Donc, elle a ses limites. Puis, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les crypto-monnaies, c'est un phénomène récent. On s'entend, là, il y a 30 ans, il y a 60 ans ou il y a 100 ans, il n'y avait pas de crypto-monnaie. Donc, il y aura sans doute encore des ajustements, à mon avis, dans les prochaines années. Puis, à savoir, est-ce que le Bitcoin, spécifiquement, va rester l'élément qui est plus populaire dans le domaine des crypto-monnaies ou pas. Ça sera à voir parce que la technologie se développe, la technologie se raffine, puis on est au premier balbutiement, à mon avis, de la technologie des crypto-monnaies. C'est-à-dire que pour une technologie soit un stade mature, à mon avis, c'est sûr c'est discutable, là, mais ça prend au moins une période de 30 ans. Moi, ça fait quelques années, là, il y a une vague Bitcoin, on entend parler partout sur le web, puis des vidéos, puis des ci, puis des ça. Oui, ça a pris beaucoup de valeur. Il y a peut-être des gens qui vont me dire, ben là, t'es comme trop craintif par rapport à ça. Mais bon, on verra. Moi, personnellement, je me pose la question si dans 10 ans ou dans 20 ans, on va parler avec autant d'enthousiasme qu'aujourd'hui de la Bitcoin. Peut-être qu'une autre monnaie qui va prendre sa relève dans le domaine des crypto-monnaies comme l'Ethereum. Puis il y en a d'autres aussi qui cherchent à compétitionner la Bitcoin. Puis est-ce que ça va se perfectionner un peu comme on a eu le perfectionnement sur le plan technologique, par exemple, des téléviseurs. Bon, on a eu des téléviseurs analogiques. Ensuite, on a eu des téléviseurs numériques. Ensuite, on a eu des téléviseurs numériques en haute définition avec la 4K. Ensuite, des téléviseurs numériques avec la 8K, puis il y aura sans doute un développement continuel de raffinement. Donc, est-ce que le Bitcoin, c'est le sommet du raffinement par rapport à une crypto-monnaie, alors que les crypto-monnaies sont encore récentes dans l'histoire de l'humanité? Bon, si ça ferait 100 ans ou 300 ans qu'il y aurait des crypto-monnaies, ou qu'il y aurait une valeur attitrée à ça, peut-être que mon discours serait différent. Tandis que des choses comme par exemple l'or, bon, mais l'or, ça fait des siècles que ça a une grosse valeur intrinsèque. C'est comme difficilement discutable que ça n'aura plus de valeur demain matin, là. Ça a quelque chose au niveau civilisationnel qui est de longue date. La crypto-monnaie, c'est encore récent. Pourquoi que je suis intéressé plutôt par la blockchain, c'est par rapport à ceci. C'est-à-dire que si à un moment donné, le Bitcoin, il perd de sa valeur puis c'est remplacé par l'Ethereum ou une autre monnaie, crypto, bon, ben la blockchain, le support est encore nécessaire. Donc, il y a des entreprises qui donnent un support à ce type de monnaie-là. À mon avis, ça va rester encore pertinent dans le temps. Par contre, c'est peut-être tout simplement la crypto-monnaie qui va être utilisée en lien avec le support qui va changer. Donc, l'infrastructure du support de la blockchain, à mon avis, va avoir une certaine pertinence dans le temps. Et peut-être que le Bitcoin d'aujourd'hui va être remplacé par une crypto-monnaie plus sophistiquée dans 10 ans, dans 20 ans, avec un encryptage de sécurité encore beaucoup plus perfectionné, là, avec des algorithmes, des équations plus complexes, ainsi de suite, là. On verra bien. C'est un dossier à suivre. Dans un autre ordre d'idée,
en termes de fonds négociés en bourse, quelqu'un qui aurait de l'intérêt, par exemple, pour un fonds mondial tout inclus, c'est sûr que, dans le fond, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre en considération, dans son évaluation, le VT-U, en argent américain, VT pour le Vanguard Total World Stock ETF. Donc, un fonds tout inclus, en fait, je complète le passage en revue de différents fonds en dollars américains avec celui-ci parce qu'il fait la synthèse de l'ensemble. Quelqu'un qui veut investir sur du long terme sans avoir à se casser la tête, c'est sûr qu'il peut songer à utiliser un tout inclus. Un tout inclus, c'est un petit peu comme quelqu'un qui achète un forfait là, en voyage. Quelqu'un qui veut aller en voyage à Cuba, en Jamaïque, en République dominicaine, bon, ben, il va prendre un tout inclus. Tout inclus, ça veut dire que il y a l'hôtel où il va dormir, la nourriture à volonté, puis l'accès à la plage. Avec des spectacles dans certains cas, là. Donc, un tout inclus, c'est le même principe par rapport à un fonds négocié en bourse. Habituellement, c'est en lien, entre autres, avec le MSCI World. MSCI, c'est un indice qui se rapporte, dans le fond, aux pays industrialisés. Il y en a 23 ou 24 dans le monde. Et c'est par rapport aux principales capitalisations. Naturellement, un tout inclus comme le VT, c'est 65% en Amérique du Nord, le reste d'autres pays. Donc souvent, le MSCI World, ça donne l'impression que ça regroupe l'ensemble des pays, mais c'est surpondéré. Il y a une très grande présence américaine, c'est souvent à peu près, là, tout dépendant quel fonds, là, mais je vous dirais environ 70% américain. Donc c'est sûr que quelqu'un qui prend, mettons, des fonds négociés en bourse avec du SP500, du Nasdaq, puis il prend un MSCI World dans l'espoir de diversifier, c'est pas nécessairement l'idée du siècle parce que il va avoir un portefeuille très riche par rapport à des entreprises américaines, vu que le MSCI World, c'est environ 70% américain, puis le reste, les autres pays. Et ça nous ramène à la cruelle réalité. Cruelle, parce que je la regarde avec mon ego, que les États-Unis, c'est eux autres, présentement, qui ont le pôle, dans le fond, en termes de pays. Là. On voit que les MSCI World sont surreprésentés à comparer des autres pays. Donc, sinon, le fonds, bon, le VT, 0,07% de frais de gestion, ce qui est très faible. C'est pour ça que je le trouve quand même intéressant. Donc, c'est sûr que dans les fonds que j'ai parlé, il y en a qui ont plus de stabilité que d'autres, là. Donc, le VT, il n'y a pas nécessairement un gros rendement. On parle de 7,82 depuis 2008, mais il y a une bonne stabilité. Donc, dans une optique plus conservatrice d'un portefeuille, ben, ça peut être une action intéressante, en fait, un fonds négocié en bourse intéressant à considérer. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est plus risqué. Donc, c'est sûr, quelqu'un qui va dans un secteur très pointu, très spécifique, comme la blockchain ou les semi-conducteurs, ben là, c'est sûr qu'il y a une volatilité plus grande. T'sais, ça dépend des gens, à quel point ils sont prêts à prendre ou non du risque. Et comme j'expliquais, le fonds du VT que j'aborde, qui est de type tout inclus, bon, ben quelqu'un, au lieu de se casser la tête puis faire une gestion d'un portefeuille avec une variété de fonds qui ont différents impacts, différents effets, dans l'optique d'intégrer stratégiquement un marché en fonction des indices qui sont à la baisse, puis ensuite des ventes quand les indices sont en hausse pour décaisser. Mais là, c'est sûr, si la personne ne veut pas se casser la tête avec tout ça, ben, elle peut faire du DCA, entre autres, avec du VT, c'est-à-dire prendre par exemple, à chaque semaine, à chaque mois, un certain montant d'argent là, par rapport à sa paye, par rapport à ça. Donc, DCA, ça veut dire Dollar Cost Average, une expression technique pour dire faire des placements à intervalles réguliers pour amortir, par exemple, la volatilité du titre, puis répartir sa variation de valeur sur, dans le fond, plusieurs jours. Donc, pour diminuer le risque d'acheter le fonds quand il est très bas ou qui est très haut, puis faire une moyenne dans le fond de sa valeur, tout simplement, là, pour amortir dans certaines mesures le risque associé à l'achat d'un fonds, en lien avec la volatilité du titre.
Et bon, c'est ça. Fait que là, j'ai abordé les différents fonds négociés en bourse que je trouve intéressants. Donc, vous en avez pour différents secteurs. Et sinon, ben, je voulais terminer en abordant en argent canadien les équivalents. Là, ben, en fait, les fonds qui vont dans le même sens. Là, par rapport au Nasdaq, naturellement, il y a les XQQ que je trouve très intéressant. Par rapport au SP500, le VFV. Par rapport au TSX, par rapport, dans le fond, au Canada. Donc, c'est sûr que par rapport au dollar américain, je n'investirai pas dans un fonds canadien où ce que je vais passer de la conversion de dollar américain en argent canadien. Parce que là, s'il y a des frais de conversion, ça va me coûter plus cher. Non, non. Si j'investis dans un fonds canadien, ça va être en dollars canadiens directement. Fait que là, c'est pour ça qu'en argent canadien, j'ai pris en note par rapport au TSX, le VCN, puis par rapport à la branche plus technologique, parce que la branche technologique américaine est couverte par le XQQ en dollars canadiens avec le Nasdaq 100, mais en dollars, en fait, par rapport au Canada, c'est le XIT, qui est un fonds négocié en bourse en relation avec le volet plus technologique canadien. Mais ça, par rapport à l'investissement canadien, dans le fond, je me suis même fait une alerte par rapport à ma plateforme de négociation en bourse, c'est-à-dire Disnat, que si ça baisse de 8% de ma visée, donc s'il y a une baisse significative de l'un de ces deux fonds-là, VCN, XIT, je vais m'en procurer. Mais je vous dirais qu'en temps normal, j'aurais pas tendance à vouloir me procurer de ces fonds-là dans une optique d'investissement par rapport au Canada pour les prochaines années. J'ai l'impression que le Canada, sur le plan économique, devra faire un ménage là, par rapport à la mauvaise gestion qui est faite depuis un certain nombre de décennies qui va à l'encontre de la croissance économique. Bon, fait que ça, c'est ma vision que j'ai là, à moyen ou à court terme là, par rapport au Canada qui fait que c'est pas nécessairement ce que je vais prioriser. Sinon, en fait, par rapport à l'Inde en argent canadien, c'est le XID. Par rapport à l'Inde, ben, des fois, je vais aller voir le Nifty 50 Index. Donc, si vous regardez à l'écran, là, vous avez le nom. Donc, la raison, ben, c'est parce que c'est un indice qui... comme je le disais tantôt, qui est différent du SP500, du Nasdaq ou le TSX canadien. Donc, ça donne d'autres informations. Il peut y avoir d'autres opportunités aussi. Sinon, en dollars canadiens, pour prendre un fonds négocié en bourse par rapport à l'or, il y a le CGGL. Ensuite, pour prendre un fonds qui va aller chercher d'autres pays que le Canada et les États-Unis, il y a les XEF. Par rapport au cuivre, il y a le COPP. Pour ce qui est des semi-conducteurs chips, CHPS. Par rapport à la blockchain HBLK que j'ai trouvé. La blockchain, ça n'a pas été évident. C'est vraiment un secteur qui est nouveau, qui est en émergence. Les semi-conducteurs non plus. Tandis que dans d'autres domaines, comme je le disais tantôt, là, les SP500, là, il y en a plein là, depuis plein d'années. Tandis qu'il y en a d'autres qu'on voit qui sont en émergence. Mais comme ils sont en émergence, ben c'est là qu'il peut y avoir des opportunités et des risques aussi. Donc, c'est souvent à double tranchant. Puis pour ce qui est du mondial, tout inclus, le XEQT. Ce que je trouve intéressant de celui-là en particulier, c'est qu'il est limité à 45% américain. Parce que j'aurais pu prendre un fonds de type MSCI World avec environ 70% US, sauf que je trouve que c'est vraiment très surpondéré américain là, par rapport à ça. Mais écoutez, que ce soit le SP500 ou le Nasdaq. Sinon, en fait, ce que j'ai à dire, c'est sûr que dans le fond, je ne dis pas aux gens quoi faire, là, naturellement. Là. C'est plus des idées à considérer là, par rapport aux fonds négociés en bourse qui sont abordés aujourd'hui. En fait, je répète à la fin de l'enregistrement que cette vidéo que vous venez d'entendre n'est pas un conseil d'investissement et je vous invite à vérifier par vous-même les informations qui y sont présentées
en lien avec les fonds négociés en bourse. Si vous avez des suggestions, d'idées de fonds négociés en bourse qui n'ont pas été abordés aujourd'hui dans le cadre de la vidéo présente, eh bien, vous pouvez, dans le fond, écrire. En fait, quand que je dis des suggestions d'idées, c'est par rapport à des fonds négociés en bourse que, dans le fond, c'est parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont reprendre souvent les mêmes, comme le XEQT, puis des trucs comme ça, mais il y a peut-être d'autres choses qui existent, qui peuvent être intéressantes d'aborder. Donc, vous pouvez inscrire les coordonnées des codes de ces fonds négociés en bourse en bas de l'enregistrement. Donc, comme étant des éléments d'idées à explorer. Donc, voilà ce que j'avais à dire dans le cadre de cet enregistrement. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.